Bien, merci. Alors, je ferai peut-être quelques redites par rapport à ce qui a été dit ce matin, mais si vous avez déjà entendu parler de perturbateurs, et je sais que vous avez entendu parler d'épigénétique, c'est quand même une bonne chose pour comprendre ce que je vais vous exposer. Alors, je démarrerai par quelque chose que vous avez peut-être aussi évoqué. À travers le monde, que ce soit dans les pays en voie de développement, les pays industriels, les causes de mortalité ont complètement changé. Alors qu'avant, c'était la mortalité infantile, c'était les maladies infectieuses. Aujourd'hui, ce sont des maladies chroniques qui sont les causes principales de mortalité. Ces maladies chroniques, elles ont trois particularités qui sont extrêmement frappantes. Elles sont en nette augmentation d'incidence. Deuxièmement, toutes les études pangénomiques qui espéraient trouver les causes génétiques de ces maladies se sont finalement avérées être un échec complet. Et troisièmement, visiblement et à l'évidence, l'épidémiologie montre que des facteurs environnementaux jouent un rôle essentiel dans ces maladies et que c'est l'interaction entre une susceptibilité génétique et les facteurs environnementaux auxquels vous êtes soumis depuis la conception jusqu'à la mort, ce qu'on appelle d'ailleurs l'exposome, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui sont responsables donc de ces pathologies. Et là, je vous en ai donné quelques-unes qui répondent à ces 3-4 caractéristiques. C'est l'obésité et le diabète. Je me suis intéressé un petit peu au diabète au cours de ma vie. Il y a 10 ans, les grands pontes de la diabétologie que j'ai eu la chance de rencontrer aux États-Unis ou ailleurs, si on leur avait dit que le diabète de type 2 n'était pas génétique, ils vous auraient regardé bizarrement. Aujourd'hui, on admet complètement que le diabète n'est pas quelque chose d'héréditaire. On a trouvé simplement une centaine de gènes de susceptibilité qui ne sont absolument pas indispensables pour être diabétique. C'est vrai pour les pathologies de la reproduction, la baisse de la fertilité masculine, mais féminine également. C'est vrai pour l'autisme. L'autisme, on aura l'occasion de reparler, et certaines maladies neurodéveloppementales, comme quelque chose qui touche extrêmement nos garçons dans les écoles. Il y en a 1 ou 2 par classe au collège. C'est l'hyperactivité avec troubles de l'attention. C'est un certain nombre de cancers, les cancers hormonodépendants, les lymphomes, un certain nombre d'hémopathies. Et alors, j'ai laissé en dernier, parce que les arguments sont moins convaincants pour l'instant, parce qu'il y a eu moins de travaux, c'est les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer ou le Parkinson, et les maladies inflammatoires digestives, comme les MIC. Mais il y a eu très peu de travaux, et on ne peut pas exclure que les travaux à venir vont faire rentrer ces pathologies dans des pathologies environnementales sur un terrain de susceptibilité génétique. Alors simplement, pour vous rappeler qu'entre 70 et 2020, c'est quand même pas une très grande période, je ne sais pas si vous voyez, mais la production chimique à travers le monde a été multipliée par 300. Alors bien sûr, je parlerai plus spécialement, puisque j'y ai consacré une quinzaine, voire une vingtaine d'années de recherche clinique et fondamentale, des perturbateurs endocriniens. Et tout de suite, pour vous dire, les perturbateurs endocriniens, pourquoi il y a une focalisation sur les perturbateurs endocriniens? En fait, on devrait s'intéresser, d'ailleurs j'ai entendu à l'instant parler de métaux lourds. Certains ont une action de perturbateurs, comme le cadmium, d'autres points. Pourquoi on parle des perturbateurs? Ce sont des polluants chimiques, mais ils agissent comme les hormones, et c'est ça leur particularité, à très très faible dose et de façon très spécifique sur des récepteurs. Et c'est pour ça que toutes les notions de toxicologie classique, et ça a donné lieu à des prises de bec avec les toxicologues traditionnels à n'en plus finir, toutes les règles classiques de toxicologie ne peuvent pas s'appliquer au problème des perturbateurs endocriniens. Et je vais essayer, sur ce court exposé, de vous donner un petit peu l'historique de ce concept, comment il est né. Deuxièmement, de vous donner quelques exemples de pathologies
où il y a des arguments pour penser que l'exposition aux perturbateurs a quelque chose à voir avec la physiopathologie. Et troisièmement, je terminerai par qu'est-ce qu'on peut essayer de faire à notre niveau, nous soignants, d'un point de vue pratique, sans attendre que les gens à la Commission européenne s'étripent sur la définition de qu'est-ce qui n'est pas ou qu'est-ce qui est un perturbateur endocrinien, vu les conséquences économiques au niveau de l'industrie chimique. Bien sûr, on comprend que ça pose problème. Alors, ça c'est certainement la pionnière, on lui doit beaucoup. C'est une biologiste animale qui, dans les années 1960, sur son campus, dans le Massachusetts, avait remarqué que les oiseaux ne chantaient plus. Mais elle n'en était pas restée là. Elle avait fait le lien avec le DDT qui était déversé largue à main nue par la mairie sur les jardins publics, sur les parcs, et la diminution de la fertilité, l'aigle royal, qui est l'oiseau emblématique des États-Unis. Et elle a pu reproduire très clairement que l'exposition de la femelle gestante au DDT était capable d'entraîner des anomalies, des malformations, et d'entraîner par la suite une baisse de la fertilité chez ces oiseaux. Il a fallu 10 ans pour qu'elle soit reconnue. Entre-temps, elle est morte d'un cancer du sein qui est probablement aussi impliqué dans le problème des perturbateurs, mais donc on lui doit certainement beaucoup. Ensuite, c'est toujours les biologistes animales, et vous avez entendu parler de tout ça, je vais y aller très très rapidement, les liens qui ont été faits entre les visons stériles du lac Michigan et la concentration de PCB, bisphényl polychloré, dont vous avez déjà entendu parler, qui était un isolant électrique qui aujourd'hui était interdit, mais qu'on retrouve dans le tissu graisseux de tous les individus, et qu'ici à l'Archer, on a retrouvé, et à Grasse, on a retrouvé au sang du cordon et dans le lait maternel de 100% des individus qu'on a testés, alors qu'il est interdit depuis 30 ans. Et là, je vous donne tout de suite une particularité de ces produits, perturbateurs endocriniens. Ils sont dans le plus souvent, ils sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils s'accumulent dans le tissu graisseux, ils se bioaccumulent dans la chaîne alimentaire, ils persistent dans les nappes phréatiques pendant 30, 40, 50 ans. Pour la chlordécone en Martinique, là j'ai été nommé expert récemment pour ce problème, on dit que la chlordécone va rester dans les nappes phréatiques et dans les sols plus de 100 ans. Alors, bien sûr, vous avez largement vu dans les 30 dernières années ce problème de baisse de la fertilité masculine sur les spermogrammes qui ont été comparés dans certains pays, dans certains laboratoires à des temps successifs. Je me rappelle, il y a 30 ans, M. Benhamed doit certainement s'en souvenir puisqu'il était un spécialiste. Les gens vous regardaient de travers, personne ne voulait croire à cette histoire de baisse de la fertilité masculine. Ici, c'est une méta-analyse qui a été faite par un chercheur israélien que j'ai rencontré d'ailleurs il y a 3 mois en Israël, qui a réuni des travaux dans la plupart des pays à travers le monde, pays industriels et pays non industriels. Et vous avez, voyez, en 40 ans encore une fois, la numération des spermatozoïdes par millimètre cube chez l'homme normal, tout venant, a baissé de 50%. 50%. Alors vous allez me dire, il en reste toujours pour faire de la fécondation in vitro. Il faut que vous preniez ça comme une sentinelle, comme une alerte. Parce que bien sûr, ça a lieu chez l'homme, ça a lieu dans les espèces animales, et on comprend qu'il y a des problèmes de biodiversité. Alors, ça, c'est la seule expérimentation, elle est malheureuse, mais c'est la seule, et en fait, finalement, moi, j'ai pas honte de dire que je suis très content qu'elle ait existé, bien qu'elle ait donné des problèmes majeurs à des milliers, voire des centaines de milliers de femmes qui ont été exposées dans le ventre de leur mère au distilbène, cet oestrogène de synthèse qu'on donnait entre les années 50 et 75. Quand j'ai commencé mon internat de gynécologie, on donnait encore du distilbène aux femmes qui avaient fait des fausses couches spontanées. Et donc ça a servi de modèle d'exposition du fœtus à un perturbateur endocrinien extrêmement fort, œstrogénomimétique,
le distilbène. Cancer vaginal redoutable chez la petite fille, malformation en T de l'utérus rendant les femmes stériles. Ici à l'Archer, dans ma consultation de stérilité, j'ai dû voir à peu près une centaine de femmes en 30 ans, 35 ans de consultation qui avaient un utérus de ce type et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants ou qui faisaient des fausses couches. Troisièmement, chez le garçon aussi, malformation génitale, non-descente testiculaire et hypospadias, c'est l'allongement du méa urétral sur la face inférieure du pénis. Alors, voilà la définition de perturbateur endocrinien. C'est une autre femme extraordinaire, elle s'appelle Théo Colborn. Mon assistante Françoise Brucker a eu la chance de travailler plusieurs années à Boston avec elle. Et c'est en rentrant de Boston en 2001 qu'elle m'a donné le virus pour m'intéresser aux perturbateurs endocriniens. Et que dans mon équipe, dans le service d'endocrino ici à l'Archer, on s'est mis à partir de 2002 à s'intéresser aux perturbateurs endocriniens. En fait, c'est elle la responsable, Théo Colborn, qui a réuni une petite poignée en 1996 de scientifiques et qui a défini un nouveau concept. Toute substance de synthèse ou naturelle capable de mimer, contrer ou perturber le fonctionnement d'une hormone, entraînant une altération de l'homéostasie, serait appelée endocrine disruptors, qu'on a traduit en français perturbateurs endocriniens. Cette définition, c'est celle que nous, scientifiques et médecins, continuons à utiliser, contrairement à celle donnée il y a 2 ans à la Commission européenne, sous la pression de l'industrie chimique, qui avait peur qu'on interdise trop de produits qu'ils commercialisaient ou qu'on les oblige à prouver qu'ils n'avaient pas de rôle délétère. Alors, simplement, pour vous montrer le distilbène dont j'ai parlé, un oestrogène de synthèse, le chimiste qui l'a inventé, il a inventé en même temps que le bisphénol A. Regardez comme c'est très proche. Le bisphénol A, on l'a laissé tranquille pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, on s'est aperçu que c'était très intéressant pour faire des chaînes polycarbonées et pour fabriquer des plastiques qui étaient souples, résistants à la chaleur, très utilisables. Et dans la plupart des plastiques qui vous entourent aujourd'hui, y compris dans les perfusions qu'on utilise dans nos hôpitaux, il y a du bisphénol A et malheureusement il diffuse chez les femmes enceintes, chez les femmes qui accouchent à l'Archer, et quand elles arrivaient 24 heures avant et qu'on les mettait sous perfusion, nous avons trouvé au sang du cordon 10 fois plus de bisphénol A que celles qui ont accouché tout de suite en arrivant à la maternité. Mes collègues à Lyon ont regardé en néphrologie les patients qui subissaient la dialyse. À la fin de la dialyse, les patients avaient 10 fois plus de bisphénol A dans leur sang qu'en arrivant en service de néphrologie. Vous avez ici le fameux DDT, regardez comme il ressemble. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Non, voilà les produits que je voulais vous montrer. Je vais avancer, on va essayer d'assez rapidement. Ces produits, vous les trouvez un peu partout dans l'environnement domestique. Produits agricoles, c'est surtout les pesticides. Produits industriels, c'est des plastiques, on les trouve dans les cosmétiques, dans les surfactants, dans les produits de nettoyage, on les trouve dans les habits comme imperméabilisants et anti-taches. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous recommande, quand vous achetez un habit neuf, de le laver d'abord pour essayer de réduire un petit peu ces produits. Je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Vous avez les fumées, et il faut parler tout de suite, avant des fumées industrielles, la principale fumée qui est responsable de dioxine, de cadmium, d'hydrocarbures polycycliques aromatiques, qui sont bien sûr des perturbateurs endocriniens, c'est la fumée de cigarette. Et que ce soit tabagisme actif ou passif, on est tous soumis, plus ou moins, à ces perturbateurs. Voilà, là, je disais que ce n'était pas comme la toxicologie classique, il va falloir que j'accélère un petit peu. Il y a des effets à très faible dose. Les courbes dose-réponse ne sont pas toujours linéaires. Parfois, ces produits agissent plus à faible dose ou différemment à faible dose qu'à forte dose. Nous, endocrinologues, ça ne nous surprend pas quand on sait qu'il peut y avoir plusieurs récepteurs, et c'est ce que nous avons démontré dans mon équipe pour le bisphénol A
et le cancer du testicule. On avait une action différente à faible et à forte dose parce que des récepteurs différents étaient en action. Les fenêtres de vulnérabilité sont très importantes. Vous allez voir mon message principal dans la deuxième partie de mon topo. C'est le problème de la femme, c'est la femme avant la conception, c'est le problème de la grossesse et de l'enfant en bas âge. Ça, c'est les périodes de vulnérabilité maximum. Monsieur Benhamed a dû vous dire que c'est le moment de plasticité maximale pour des modifications épigénétiques induites par l'environnement. La bioaccumulation, je vous en ai parlé, et je vous le montre, parce que ça, c'est frappant. Entre le plancton du lac Ontario, en bas, à droite, et la graisse du cormoran, certains perturbateurs ont été trouvés avec un facteur multiplicatif de 20 millions. C'est-à-dire dans la graisse du cormoran, le PCB est 20 millions de fois plus concentré que dans le plancton au fond du lac. Pourquoi? Mangé par la crevette, mangé par le petit poisson, par le plus gros poisson, puis par le cormoran. C'est ce qu'on appelle le phénomène de bioaccumulation. Tout ça, jusqu'à ce que vous mangez du poisson, on nous a recommandé, je cherche l'oratrice, on nous a recommandé de manger du poisson. Le problème du poisson, c'est que le poisson a concentré ses produits, et malheureusement, il a des bénéfices, mais il a aussi des inconvénients. Alors, tout simplement pour vous montrer que ces produits, ils sont lipophiles, ils vont dans la graisse. Dès que la femme maigrit ou est enceinte ou allait, ça passe dans le placenta et dans le sang du cordon. Voilà, il y a déjà 20 ans, mais je ne vais pas vous rassurer, j'ai refait des dosages récemment l'année dernière et on trouve les mêmes produits et j'en ai trouvé 50 fois plus, 50 supplémentaires que je n'avais pas cherché en 2000. Ça, c'est un travail de 2003 à l'Archet et à la maternité de Grasse. PCB, 80%, PCB, 80-90% des sangs du cordon en avait. Les phtalates, 100%. DDE, le dérivé stable du DDT, qui est interdit depuis 50 ans. Interdit depuis 50 ans. On a trouvé, dans tous les gens qu'on a testés, nouveau-nés, femmes, hommes, on a trouvé le DDE, dérivé du DDT, qui persiste et qui est anti-androgénique et qui est délétère et qui est un perturbateur endocrinien. Alors la question qui est posée, et je vais prendre 3 cas pour essayer d'illustrer mon propos dans le temps qui me reste, la question qui est posée depuis un certain nombre d'années, est-ce que l'exposition prolongée à des polluants chimiques environnementaux qui ont une action de perturbateur endocrinien est capable d'expliquer l'augmentation d'incidence d'un certain nombre de maladies chroniques qu'on a évoquées tout à l'heure? 4 types d'arguments scientifiques sont retenus pour essayer de soutenir cette hypothèse pathologie par pathologie. Les observations dans la faune sauvage, j'ai voulu vous en montrer, je n'y reviendrai pas. Exposition accidentelle chez l'homme, c'est le distilbène. Vous avez tous entendu parler de l'explosion de l'usine de Seveso en Italie, c'était de la dioxine. Les petites filles qui avaient 8 ans, 10 ans, en péripuberté, ont développé, 30 ans après, 3 fois plus de cancer du sein que les filles qui habitaient à distance de Seveso. Elles sont devenues 2 fois plus diabétiques que les petites filles qui habitaient à plus de 50 km de Seveso. Donc là, on a des expérimentations malheureuses, accidentelles, humaines, qui viennent corroborer ce qu'on est capable de réaliser chez l'animal. C'est la 4e fois. Quand vous pouvez reproduire chez l'animal, en exposant la rate ou la souris gestante à des produits, on a tous fait ça, y compris donc ici à l'Archet, à l'INSERM, et vous allez regarder chez les petits s'ils vont développer à l'âge adulte les pathologies. Et là, vous avez bien sûr un argument fort, même si un jour auditionné à l'Assemblée nationale, le représentant de l'industrie s'en est pris à moi en disant « Mais maintenant, vous comparez la femme à une souris ou un truc et tout. » C'était complètement absurde de dire un truc comme ça. Quand vous voulez savoir si un médicament est tératogène et si vous pouvez le donner à une femme enceinte, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le tester chez des rats ou des souris gestantes et regarder s'il y a des malformations chez les petits. C'est ce qu'on avait fait pour les perturbateurs. Et donc, cet argument qui est encore des fois donné par les industriels est d'une absurdité sans nom.
Quatrième type d'argument, indispensable, mais malheureusement, l'épidémiologie est une science très difficile, c'est les études épidémiologiques humaines, et je vais vous montrer que faites dans les meilleures conditions, les plus fortes soient-ils, prospectives, sur une longue période, prenant tous les facteurs en compte, avec des analyses multivariées, elle va vous montrer qu'une association, mais elle ne va pas être capable de vous démontrer formellement que cette association est causale et que l'exposition 20 ans auparavant à tel perturbateur est vraiment impliquée dans la pathologie. Donc c'est bien l'ensemble de ces arguments qu'il vous faut rechercher pour essayer de faire votre conviction par rapport à une pathologie et le rôle comme facteur de risque dans la physiopathologie de cette maladie. Alors, c'est pas parce que c'est une étude que j'ai menée depuis 15 ans ici à l'Archer avec mon équipe que je vous la présente. Je vous la présente parce qu'on a essayé sur ces 15 ans de raconter l'histoire jusqu'au bout. Et elle a des défauts dont je viens de parler et elle a des qualités dont je vais parler. Donc, la non-descente testiculaire, c'est la plus fréquente des malformations du nouveau-né masculin. Environ 2 à 5% à travers le monde des nouveau-nés. C'est pas anodin, on peut descendre le testicule, le chirurgien peut fixer le testicule, mais on sait que ces enfants ont 2 fois plus de risque de devenir stériles et 5 fois plus de risque de faire un cancer du testicule, même si on descend très tôt le testicule. Dans la majorité des cas, c'est idiopathique. Dans le cadre d'un PHRC 2002-2005, mené justement, mon assistante Françoise Brucker avait coordonné avec la maternité ici de Nice et la maternité de Grasse, c'était Pierre Azoard qui était chef de service à l'époque. Donc on a mené cette étude et pendant 3 ans, les mêmes pédiatres ont examiné tous les nouveau-nés garçons nés pendant 3 ans. C'est la seule étude à peu près à travers le monde qui ait fait cette chose par les mêmes pédiatres, dans les mêmes conditions, examiner tous les garçons pendant 3 ans, c'est-à-dire 6000 garçons. On a obtenu le taux de cryptorchidie à la naissance, à terme, parce que les prématurés le font plus souvent parce que les testicules n'ont pas eu le temps de descendre. On a trouvé à peu près 2,6%, et au bout de 3 mois, la moitié était redescendue spontanément, donc on a donné 0,8% de cryptorchidie à 3 mois, c'est quand même pas négligeable comme pourcentage. Surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté les sangs du cordon de ces 6000 nouveau-nés garçons, et on a une banque extraordinaire ici stockée dans les congélateurs, qu'on utilise encore aujourd'hui pour des tas de travaux, qui est extrêmement précieux, parce qu'elle peut permettre de comparer il y a 15 ans et aujourd'hui si certains polluants, certains perturbateurs ont augmenté ou ont baissé. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre d'une analyse multivariée? On a montré que les femmes dont le garçon à la naissance avait au sang du cordon, ou les femmes qui avaient dans leur lait maternel les taux les plus élevés de PCB, de DDE ou de phtalate, avaient 3 fois plus de risques. 3 fois plus de risques, hein. On n'est pas dans 15% d'augmentation de risque de cancer du sein avec le traitement substitutif de la ménopause. On est à 300% de risque supplémentaire d'avoir un garçon qui avait un testicule ou 2 testicules non descendus. Ce qui est intéressant, c'est tout ça est une association. On a essayé de comprendre pourquoi et on a trouvé probablement la raison. On a trouvé qu'une des 2 hormones qui permet la descente testiculaire, qui s'appelle l'INSL3, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, était significativement abaissée chez les garçons qui avaient une cryptorchidie. Et une équipe INSERM à Rennes, avec une équipe parisienne, a montré en cultivant des testicules fœtaux humains que la cellule de Leydig diminuait sa sécrétion d'INSL3 sous l'effet de perturbateurs comme le bisphénol A ou d'autres perturbateurs. Donc la boucle était bouclée. On avait finalement démontré, probablement, comment l'exposition à des perturbateurs du testicule fœtal était capable de mener à sa non-descente et donc à la cryptorchidie. Je prendrai maintenant 2-3 diapositives pour vous parler de l'autisme. Vous savez que c'est en nette augmentation, qu'on ne sait pas à quoi c'est dû. Vous avez entendu probablement la semaine dernière le professeur Arnold Munich à Necker
montrait qu'il avait trouvé des gènes, des mutations de gènes, mais il a trouvé des mutations de gènes ici, dont les QI sont inférieurs à 70, chez les enfants qui ont des QI très très bas. Vous savez qu'il y a des autistes qui ont des QI quasiment normaux, voire même très élevés, et cela, on ne sait absolument pas pourquoi. Il y a aujourd'hui des travaux épidémiologiques très 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 solides en Californie, qui montrent chez les femmes ouvrières agricoles dans l'arboriculture, lorsqu'elles sont proches, elles habitent souvent proches des champs, et il y a en particulier des pesticides aujourd'hui qu'on appelle des pesticides organophosphorés, qui est extrêmement délétère pour le développement du système nerveux fœtal, et avec une incidence très élevée de l'autisme chez les enfants de ces femmes, voire plusieurs cas d'autisme dans les mêmes familles, alors qu'on ne trouve pas de mutation. Alors, il y a des tas de produits perturbateurs endocriniens qui sont délétères pour le cerveau. Je vous signale qu'après le scandale de la Distilbène, il y a le scandale dont on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé, qui est un vrai scandale, hein, de la dépakine. Le dépakine, je ne sais pas si M. Benhamed vous l'a dit, mais c'est un inhibiteur de l'histone acyltransférase, c'est-à-dire qu'il entraîne des modifications des marques épigénétiques, et donc on peut le considérer comme un perturbateur endocrinien. Alors, je vous ai juste mis des travaux, ça a été fait sur des milliers d'enfants, une dizaine d'équipes européennes qui se sont mis ensemble, et ils ont mesuré les taux de phtalate chez la femme enceinte. Et ils ont suivi les enfants pendant plusieurs années, et il y a une corrélation entre les taux de phtalate et les problèmes comportementaux, attention, comportement agressif, dépression, etc., QI, développement psychomoteur. Dans le cadre de notre cohorte et des travaux qu'on a menés à Nice, encore une fois Françoise Brucker-Davis avec Sylvie Hieronymus, ont suivi une cinquantaine de nouveau-nés avec leurs parents, et pendant 3 ans, ils les ont rappelés tous les 6 mois, et ils les ont testés avec une psychologue, avec des tests très très précis et validés. Ils ont montré que les troubles du langage qu'on voyait chez ces enfants étaient corrélés avec le taux, encore une fois, de PCB 118 au PCB 118, qui est un isomère des PCB qui est neurotoxique, et qu'on a trouvé donc plus élevé au sang du cordon dans notre série, chez les enfants qui, dans les 3 ans qui ont suivi, ont présenté un retard à l'apparition du langage. Ça a été publié dans une revue internationale de neurocomportementale, neurotoxicologie, tératologie. Voilà, maintenant je parle un mot du cancer du sein. Ce sera mon 3e, quasiment avant-dernier exemple. J'ai le temps encore, 5 minutes. Je vais retomber sur mes pieds, je ne voudrais pas dépasser mon temps, mais je vais vous donner au moins 3-4 exemples. Cancer du sein, cancer le plus fréquent. Une femme sur 9 en France, à travers le monde, en augmentation, on ne sait pas pourquoi. Moins de 10% liés à une mutation du gène BRCA1 ou BRCA2, donc 90% de cancer du sein non génétique. Les Asiatiques qui font beaucoup moins de cancer du sein, qui migrent aux États-Unis, les petites filles de ces migrantes, c'est-à-dire la 3e génération, elles retrouvent une incidence de cancer du sein qui rejoint les natifs des États-Unis. Vous avez là une preuve à l'évidence, on ne peut pas une preuve épidémiologique plus jolie que ce sont des causes environnementales qui sont responsables de ces différences. Ça ne veut pas dire que c'est les seules causes, mais les causes environnementales. Causes environnementales, est-ce que la nutrition, les polluants, les deux, etc. Ça, c'est plus difficile. Mais je vais vous montrer en 3 diapos comment il y a des arguments très solides pour penser que l'exposition in utero à des perturbateurs endocriniens prépare le cancer du sein 40 ans à l'avance via des mécanismes épigénétiques. Donc, encore une fois, on a dû certainement vous développer de façon magnifique ce matin dans un exposé. Voici les cohortes de filles qui ont été suivies aux États-Unis, dont les mères ont été traitées il y a 50 ans par le Distilbène pendant la grossesse. À partir de 40 ans, vous avez une courbe que vous reconnaissez bien en cancérologie à droite, à partir de 40 ans, celles qui ont été exposées dans le ventre de leur mère font 2 fois plus de cancer du sein
et après 50 ans, elles font 3 fois plus de cancer du sein. Je parle 3 fois plus, encore une fois, je préfère parler de 300% de risques supplémentaires chez les femmes qui ont été exposées in utero, dans le ventre de leur mère, à des doses élevées de DDT. On a pris simplement les mères qui avaient les taux les plus élevés de DDT par rapport à celles qui avaient les plus bas. Qu'est-ce que c'était? C'était une banque comme la nôtre qu'ils ont stockée à partir de la maternité pendant 50 ans. Moi, je suis arrivé qu'à 15 ans. J'espère que mon élève Nicolas Chevalier va garder cette banque jusqu'à encore 15, 20 ou 30 ans pour essayer de reproduire. Nous avons quand même essayé de reproduire ce travail. Je ne peux pas vous donner le résultat. C'est un PHRC qui s'appelle Saint-Paul que j'ai démarré il y a 3 ans. J'ai pris les 6000 femmes qui avaient accouché à Nice et Grasse et j'ai croisé avec le registre de cancer du sein des Alpes-Maritimes. J'ai trouvé 100 femmes qui ont développé le cancer du sein, dont on a le sang du cordon de leur fils d'il y a 15 ans. On a dosé les perturbateurs à Nantes et on doit examiner le mois prochain les résultats. Si jamais il y a une différence, vous en entendrez parler, ça fera du bruit. Et si vous en entendez pas parler, vous pourrez dire bah, il n'a pas trouvé de résultat. Voilà. Ça, c'est un travail magnifique. C'est tout à fait la même chose. Voilà le DDT dont je parlais, avec un risque un odds ratio 3,7 pour les femmes dont la mère avait les taux les plus élevés de DDT. Et bien sûr, vous allez me dire, démontrez-nous ça en reproduisant chez le rongeur. Très facile. Aujourd'hui, il y a au moins 50 travaux publiés qui montrent que vous exposez la rate gestante ou la souris gestante à un certain nombre de produits. Ici, c'est le bisphénol A, auquel on est tous exposés. À la dose que j'ai trouvée dans le sang du cordon à l'archer, c'est-à-dire 1 nanogramme par millilitre, l'équivalent, ils ont exposé les rates et les souris gestantes, et les petites à la puberté montrent des lésions précancéreuses de la glande mammaire qui sont exactement ce qu'on retrouve dans le cancer du sein. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et je voudrais terminer sur l'obésité. Bien sûr, vous allez me dire, bien sûr, l'obésité, c'est pas génétique, et c'est... Non, pardon. Et c'est lié, ce monsieur, il bouge pas, il mange trop, il est devenu obèse. Eh bien non, il y a une telle explosion de l'obésité que la sédentarité et la suralimentation ne suffit pas à démontrer, à expliquer l'explosion de l'incidence des obèses. Vous savez qu'on trouve de l'obésité maintenant chez les enfants à partir de 2 ans. On ne peut pas les accuser de bouger moins et on ne peut pas les accuser de manger plus. Donc il y a d'autres problèmes. Et pourquoi les perturbateurs? C'est simple. C'est un petit peu gros, entre guillemets, ce que je vous montre, mais parce qu'il faut que j'aille vite. Vous mettez des rates gestantes sous bisphénol A ou sous distilbène, et bien les petits, à l'âge adulte, vont devenir obèses. C'est ce qui a été fait dans ces travaux. Ça veut dire que l'exposition in utero à des perturbateurs endocriniens est impliquée dans l'explosion, dans la pandémie métabolique, obésité et diabète de type 2. Je vous montre juste 2 diapos. Je fais des conférences entières là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un vrai problème de santé publique. L'ANSES, il y a 2-3 ans, reconnu que dans le diabète de type 2, l'obésité, un certain nombre de perturbateurs, dont le bisphénol A, étaient certainement impliqués. Ça, c'est un très joli travail d'un ensemble d'équipes européennes dans les cohortes Obélix. Ils ont suivi les femmes enceintes, puis les enfants, sur plusieurs années. Alors c'est un peu dur à lire. C'est les taux de DDE, encore une fois de PCB, dont vous avez maintenant l'habitude, soit chez les femmes enceintes, soit dans le postpartum immédiat, dans le lait maternel. Et on a regardé en Z-score la courbe d'évolution pondérale des enfants par rapport à la moyenne. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, les femmes qui avaient pendant la grossesse les taux les plus élevés de DDE ou de PCB ont eu des enfants qui ont montré des courbes pondérales 3, 4, 5 jusqu'à 6 ans, nettement décrochées vers le haut, alors que tous les autres facteurs avaient été corrigés dans une analyse multivariée. Donc ça, c'est très très fort sur le plan épidémiologique.
Bien sûr, encore une fois, et c'était mon propos, dans un travail magnifique qui a impliqué des dizaines, voire des centaines de chercheurs, là, et des milliers d'enfants, vous ne démontrez pas que le PCB et le DDE est responsable de l'obésité. Vous avez une forte suspicion. Quand maintenant, je n'ai pas le temps de vous montrer, sous l'effet des perturbateurs, vous montrez que les nouveau-nés, à la naissance, ils ont des gènes impliqués dans le métabolisme qui montrent une hyperméthylation du promoteur tout à fait différente et corrélée au taux maternel de perturbateurs. Vous avez là le mécanisme moléculaire, c'est-à-dire des modifications épigénétiques des gènes impliqués dans le métabolisme, comme PIPAR gamma, comme RAR, récepteur l'acide rétinoïque, et avec ces marqueurs à la naissance, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, je m'en doutais, on peut aujourd'hui, et ça c'est deux beaux travaux suédois et allemands, qui ont montré qu'avec la méthylation de ces gènes à la naissance, vous pouvez prévoir 5 ans à l'avance si l'enfant va devenir obèse. Pourquoi? Parce que ces gènes ont été déjà impactés de façon épigénétique par l'exposition in utero, par les perturbateurs endocriniens. Donc oui, l'obésité et le diabète, et en partie lié à l'exposition fétale, périnatale, enfantine, voire adulte, mais là c'est moins sensible donc aux perturbateurs. J'ai quasiment fini. Ça, c'est tous les produits qui expérimentalement ont été montrés pour influer l'hyperplasie, l'hypertrophie des cellules adipeuses souches. Là, c'est un peu du moléculaire. Je n'ai pas le temps de rentrer là, mais c'est passionnant. Ça, c'est très simple. On a pris les infirmières américaines, Nurse Hill Study. On leur a pris des urines, on a dosé le bisphénol et les phtalates. Et on a regardé 15 ans après qui était devenu diabétique. Et vous voyez qu'en fonction du taux de bisphénol A, plus il est élevé, plus elles sont devenues diabétiques. Ce travail est un petit peu contestable, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que le bisphénol A n'est pas très lipophile, et un dosage dans l'urine, ce n'est pas très caractéristique. Aujourd'hui, on refait ces travaux avec des dosages aléatoires sur plusieurs jours, en poulant les urines, et on verra si on trouve les mêmes résultats, mais c'est quand même très très alarmant et caractéristique. Cette diapo résume ce que je viens de dire. Cette diapo, je l'avais présentée à l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, il y a 2 ans. La femme exposée pendant sa grossesse, ici, le tabac, je vous ai dit qu'il y a des tas de perturbateurs dans le tabac. Il y a des modifications épigénétiques qui vont s'exprimer à l'âge adulte avec un certain nombre de maladies. C'est tout l'environnement du fœtus, qui soit toxique, stress, nutrition inadaptée, hyperglycémie pour le diabète gestationnel, toxiques environnementaux. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà. Perturbateurs sont des substances chimiques naturelles ou de synthèse qui interfèrent avec la régulation hormonale. Elles sont présentes partout dans l'environnement quotidien. Elles sont suspectées de participer dans des fenêtres de sensibilité particulière que sont la grossesse, la petite enfance, au développement de nombreuses maladies chroniques dont on a montré qu'elles n'étaient pas génétiques. Voilà. Tout se joue dans les 9 premiers mois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai élaboré un guide pour les gynécologues, les médecins, avec mon équipe, les médecins traitants, les pédiatres, et il est distribué par un laboratoire qui donne des conseils, les conseils que le praticien peut donner, mais pas à une femme qui est enceinte. C'est déjà beaucoup trop tard. J'ai essayé de vous le montrer. Il faut donner ces conseils chez un couple, chez une femme qui veut devenir enceinte. 3-4 mois avant. Alors, vous pouvez lire, on pourra en reparler si vous voulez. C'est disponible, de toute façon. On pourra reparler de ça peut-être dans la discussion. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si je peux vous permettre, où est l'oratrice précédente? Elle est où l'oratrice précédente? Je crois qu'elle a été obligée de partir. Ah, c'est dommage parce que j'étais pas tout à fait d'accord avec elle et je voulais pas dire pour répondre pour le bio. Il y a 2 études très importantes qui vont dans le sens que manger bio globalement, peu importe s'il y a de la fraude, s'il n'y a pas de fraude, ça réduit le taux de pesticides dans le sang et ça réduit la pathologie. La première, elle est commandée par la Commission européenne
Elle a été publiée en 2017. Vous pouvez prendre la référence. C'est une méta-analyse qui montre que les femmes qui, globalement, pendant la grossesse, ont mangé bio, elles avaient moins de pesticides, moins de cadmium, plus d'oméga 3. Et surtout, chez les enfants, on a trouvé moins de surpoids, moins d'obésité, moins d'allergies et moins de résistance aux antibiotiques. Et deuxièmement, il n'est pas possible que dans la presse, je suis un peu surpris qu'elle n'en parle pas, que vous n'ayez pas entendu parler de l'étude Nutri-Cancer, quand même, qui a fait beaucoup de bruit au niveau international, hein, qui pendant 10 ans a suivi des adultes et avec un questionnaire sur leur mode d'alimentation. Et les gens qui, globalement, mangeaient plus bio ont fait 30% de moins de lymphome, 30% de moins de cancer du sein. C'est la réalité. Après, est-ce qu'il faut faire le lien avec les pesticides, avec autre chose? J'en sais rien. Mais ces études très sérieuses existent. Elles ont été publiées dans le, si je m'abuse, dans un des 3 plus grands journaux au monde. Je ne sais pas si c'est British Medical Journal. C'est des études très très sérieuses. Elle aurait dû quand même en parler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, en présence de notre pharmacien, je lance un appel. Moi, malheureusement, je pars à la retraite. C'est fini. Mais je pense que dans les années à venir, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelques hôpitaux sans bisphénol A en France. Et il faudrait vraiment vérifier les perfusions, en particulier en néonatologie et en maternité qui sont utilisées. Le problème, j'avais interrogé Rémi, il y a un problème de réglementation. Moins de 2%, ils sont pas de bisphénol, ou de phtalate, ils ne sont pas obligés de le déclarer. Alors ils disent on est dans le cadre, on n'a pas plus de 2%. Est-ce que 2% ou 1,5, c'est délétère? Je ne peux pas vous répondre, mais ça vaut vraiment le coup de regarder les tubulures, les systèmes de perfusion en néonatologie et en maternité. J'ai en mémoire, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, je l'avais présenté quelque part, un travail d'un service de néonatologie allemand qui avait montré que les grands prématurés qui étaient restés 2 mois en néonatologie avaient dans leur sang 3000 fois, une concentration 3000 fois supérieure de bisphénol A et de phtalate du fait des perfusions. Et ils ont suivi les cohortes et il semble qu'ils ont trouvé des troubles neurodéveloppementaux, mais le problème c'est très difficile. Qu'est-ce qui est lié à la... C'est impossible. N'empêche que les concentrations étaient extrêmement élevées. Voilà ce que je peux dire, je ne peux pas dire plus. Il y a vraiment un travail à faire. Merci beaucoup. Encore une fois, du mérite,